Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. Donc on va vous parler de React Native, évidemment, de Bridge module, on n'a plus le droit de dire Bridge maintenant, notamment d'un Bridge qu'on a eu à faire sur une librairie, enfin un module Piano Analytics. Bon, moi je me présente, c'est Erwan Datin, architecte logiciel, j'étais lead dev avant. Ici, je vais être accompagné d'une équipe de développeurs qui travaillent dessus. On va enchaîner en fait la présentation. On va commencer par un historique. L'historique en expliquant un peu, réexpliquant les bases du bridge et des modules. Le contexte PMU, pourquoi. Création d'un module. Gaël va aller carrément dans le détail. Ça va permettre d'apprendre ou d'approfondir des choses peut-être qu'on ne sait pas toujours, même quand on utilise. Et enfin, Mickaël terminera sur l'évolution d'un module. Donc l'historique des bridges. Je vais passer la main à Nicolas. Merci Erwan. Donc bonjour à tous. Donc pour commencer ce talk, je dirais un peu en douceur, je vais vous proposer un petit rappel sur React Native. Et tout simplement, je cherchais une phrase d'accroche et je suis allé la chercher tout simplement sur le site officiel de React Native avec l'accroche Learn Once, Write Anywhere. Et donc, pour mettre en avant le côté cross-platform de React Native. Donc, tout simplement, l'idée derrière, c'est je développe une application et je vais pouvoir la déployer, par exemple, à la fois sur iOS et Android. C'est pas mal, pas besoin de faire deux développements spécifiques. Par exemple, un en Swift pour iOS et un en Kotlin pour Android. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect phare et l'intérêt de React Native. Après, l'autre côté, c'est de se dire, OK, React, l'idée derrière, c'était de transposer le paradigme de développement en front web React en React Native et de se dire, OK, pour des développeurs front, ils vont pouvoir monter facilement en compétences pour du développement natif. Donc, c'était vraiment les deux idées principales. Malgré tout, ce qu'on peut se dire, OK, React égale Web, JavaScript, on pourrait s'attendre à des problèmes de performance et donc se dire, OK, en fait, notre application, ça reviendrait à faire tourner un site web dans une application mobile. Mais non, en fait, c'est pas ça. Et on en arrive donc, en fait, on va développer, oui, en JavaScript, mais le rendu va correspondre à du code natif. Et donc, on va pouvoir avoir des performances qui vont s'approcher des performances des applications natives. Donc, pour donner un exemple, si j'utilise un composant React Vue, in fine, le composant qui va être associé va être une véritable view en native, donc iOS ou Android. Donc voilà pour une petite intro, et tranquillement, on va arriver sur le sujet principal de ce talk, parce que oui, on parle de JavaScript, de natif, mais comment va se passer la communication entre le JavaScript et le natif? Et donc, justement, cette brique-là, c'est le bridge à la base. Donc, les bridges, qu'est-ce qu'un bridge? Pourquoi des bridges? Donc, à la base, le bridge, c'était vraiment pour faire toute cette brique de communication asynchrone entre le JavaScript et le natif. Au passage, la serialisation était en JSON, etc. Bon, ça c'est bien beau. On sait à quoi sert un bridge, mais pourquoi au quotidien le développeur a besoin de faire des bridges? Donc tout simplement, l'idée derrière, c'était de pouvoir accéder à des fonctionnalités spécifiques de la plateforme, donc iOS ou Android, qui ne sont pas directement disponibles en React Native. En quelque sorte, un peu étendre le framework.
Bon, c'est bien si on revient un peu en arrière sur les toutes premières versions de React Native. Ok, on avait dès le départ une excellente documentation, donc on pouvait rentrer dans le sujet. Mais, et oui, il y a un mais, le problème, la courbe d'apprentissage était assez, je dirais, compliquée, beaucoup de concepts à apprendre. Et surtout, quand on crée un bridge, c'était long, fastidieux, beaucoup d'étapes manuelles, beaucoup de risques de se rater, etc. Et au final, ce qu'on pouvait dire, c'est que la plupart des développeurs évitaient au maximum de développer des bridges. C'était en gros en dernier recours, ok, je n'arrive pas à faire ce que je veux en React Native, donc je vais faire un bridge. Partant de ce constat, ça s'est amélioré au fil du temps, et on s'est dit, ok, toutes ces étapes manuelles, ben en fait, on va pouvoir les simplifier. Et donc, c'est là que rentre en compte la génération de code, l'automatisation, ce genre de choses, avec les CLI, donc on peut citer Expo, Builderbob, etc. Donc là, ça commence à devenir un peu plus sympa, mais malgré tout, on se heurte à certains problèmes de performance du fait de la communication asynchrone avec le JSON que j'ai dit un peu plus tôt. Et donc, on en arrive plus récemment à la nouvelle architecture qui se veut bridgeless et donc où le bridge va s'effacer pour laisser place à autre chose. Ce autre chose, c'est JSI pour JavaScript Interface et avoir une communication synchrone, je dirais, entre le JavaScript et le natif. Donc là, c'était un petit parcours, un petit historique rapide. Maintenant, on va rentrer plus dans le détail, je dirais, sur la nouvelle architecture et l'ancienne architecture, sur les bridges, etc. Et pour ça, je vais repasser la main à Erwan qui va nous présenter ça plus en détail. Merci Nicolas. Donc, comme l'a dit Nicolas, maintenant on va monter crescendo. Là, c'était light. Petit à petit, on va monter crescendo. On va introduire des concepts de bridge, ancienne architecture, nouvelle architecture. Gaël va expliquer la création et la maintenance pour Michael. Vous allez voir, ça va monter crescendo. Alors, on démarre. L'ancienne architecture, tout tourne autour du fameux bridge au milieu. Il faut voir des deux côtés React, le JS, et de l'autre, le native, iOS ou Android. Les principales briques à retenir, côté native, on voit des native components, donc des composants chargés de la présentation, des vues. Les native modules seront des fonctionnalités comme les push notifications, le Bluetooth, des fonctionnalités natives. Côté JS, j'ai bien noté un JS Engine, on en parlera plus tard. Le bridge, son rôle, c'est de sérialiser d'un côté, désérialiser, que ce soit du native vers le JS, du JS au native. Donc là, on comprend tout de suite communication asynchrone dans tous les cas. Par exemple, je clique sur un bouton en native, ça va faire une communication asynchrone, ça devrait être synchrone. Directement, on parle de performance. Un autre inconvénient de cette ancienne architecture, c'est la flexibilité. Aujourd'hui, on a React Native sur la télé, le web. L'ancienne architecture ne permettait pas de s'occuper de ces différentes plateformes. Le coût de création de maintenance, plus complexe. Et en plus, au niveau des typages entre le JS et le native, ça pouvait des fois mal se passer. Avant de parler de la nouvelle architecture, je vais enlever tous les inconvénients de l'ancienne architecture pour y aller crescendo. Bon, déjà, j'ai dit tout à l'heure, le bridge, celui-là, on l'enlève. Ensuite, côté native, vous avez vu les component modules, les native modules. Je les ai masqués. Côté JS, j'ai enlevé le JS Engine. Et le plus important, j'ai plus besoin de JSON, de médium de communication entre le native et le JS. Là, on arrive à la nouvelle architecture. Alors là, c'est une picture runtime. Okay, au milieu, comme l'a introduit Nicolas, la JSI, JavaScript Interface, codée en C++. Okay. Native, on voit que les native components chargés de la présentation des vues, on voit un module qui s'appelle Fabric, codé lui aussi en C++. C++ disponible autant sur iOS qu'Android, et toutes les plateformes comme les télés, des choses comme ça. Turbo module, C++, qui s'occupera, comme les native modules avant, des fonctionnalités comme Bluetooth.
React.js, là vous verrez, j'ai marqué Hermès, le moteur JavaScript, qui ne va plus faire un bundle.js, mais du bytecode. Le JSON maintenant, j'ai remplacé par des flèches, ce sont des appels directs. Le bytecode peut être interprété par la JSI et les appels natifs aussi, ce sont des appels directs par les modules en C++. Là, on voit qu'on a enlevé totalement le bridge et la notion d'asynchronisme. Là, c'est une vision runtime. Tout à l'heure, on va monter crescendo et voir dans le code précisément tout ce qu'on vient de dire. Donc là, on donne les fondamentaux. Un autre détail important, ok, et j'ai des modules, comment je m'y prends? On a entendu avec Nicolas, c'était un peu fastidieux avant, il y a des risques de typage. La création d'un module, tout va tourner autour de CodeGen. Ça va faire pas mal de choses pour nous automatiquement. Le concept, mais on verra plus tard. Côté JavaScript, je déclare une interface, une spec. Cette spec, je l'attache à un native module ou à Fabric. Bon, dans notre cas, on va parler de Piano Analytics, donc un module. La CodeGen va pouvoir, grâce à cette spec, me générer la spec côté turbo module pour Piano ou Fabric, si c'était un autre module de présentation. Ensuite, j'ai plus qu'à déclarer la fonctionnalité, le comportement même de ce module. Et là, c'est là-dessus qu'on va enchaîner. On va faire une petite pause tech. Avant d'aller sur le détail tech, on va faire une petite explication sur le contexte PMU. Et je vais passer la main à Damien, qui va vous en parler un peu. Merci Erwan. Effectivement, là, vous parlez de bridge, mais bon, ça sort pas de nulle part, c'est pas un hasard. On a eu des réels besoins au sein des équipes du PMU de création de bridge. Donc, je pense qu'en donnant un peu plus de contexte avant de passer à la suite, vous pourrez mieux comprendre tout ça. Donc, l'explication est assez simple. On a eu des contraintes RGPD liées à notre outil d'analytics. Donc, on a dû arrêter d'utiliser Google Analytics pour changer d'outil. Donc, après mieux réflexion avec les différentes équipes du PMU, le métier, la tech, l'équipe marketing, le choix s'est porté sur Piano Analytics, pour ce que peut-être c'est l'outil de AT Internet. Et cet outil propose des SDK pour iOS et Android, mais nous, au PMU, sur les projets, on utilise React Native. Donc, la solution a été la création d'un bridge. Par contre, il y a eu quelques contraintes forcément liées à ce bridge. La première, c'est qu'au sein des équipes du PMU, comme pour les bridges, on change d'architecture. Donc, il faut que ce bridge puisse s'adapter à l'ancienne architecture qui est déjà en place, au legacy, et à la nouvelle architecture qu'on est en train de migrer petit à petit sur nos projets. La deuxième contrainte, qui est liée à n'importe quel bridge, je pense, est le fait que les SDK iOS et Android vont bien sûr se mettre à jour régulièrement pour pallier à certains bugs, certaines améliorations, et proposer de nouvelles méthodes. Du coup, nous, aussi de notre côté, on va devoir mettre à jour ce bridge afin de pouvoir améliorer l'application de notre côté et pouvoir utiliser toutes les méthodes que propose donc Piano Analytics pendant cet exemple. Donc maintenant, je vais laisser Gaël vous en parler un peu plus sur la création d'un bridge. Voilà, à partir de modules, comment on arrive à utiliser les deux SDK iOS et Android. Merci Damien. Alors, on va rentrer dans le dur. Je vous préviens, je ne vais pas y aller trop violemment. En fait, l'idée, c'est plus de vous expliquer si vous faites votre premier bridge, comment vous pouvez procéder, comment vous pouvez essayer de comprendre assez facilement comment ça fonctionne et comment le modifier pour atteindre votre objectif. On va avoir du code, on va avoir plein d'éléments, mais je vais y aller légèrement. Nous, on a voulu créer du coup notre module PMU Tech React Native Piano Analytics pour gérer l'utilisation des SDK iOS Android de Piano Analytics. Je vais vous montrer comment on a initialisé le module, comment on a procédé. Ensuite, on va essayer d'observer qu'est-ce qu'on a initialisé, qu'est-ce qu'on trouve dedans, quels sont les repères importants pour arriver à le modifier. Et enfin, je vais vous montrer comment on l'a modifié. Donc pour initialiser notre module, on a utilisé un outil qui est très simple. C'est un outil code stack qui s'appelle Create React Native Library.
sûrement que certains d'entre vous le connaissent. La commande pour initialiser est très simple, npx create reactive library et le nom du projet que vous voulez créer. Quand on lance cette commande, on va avoir toute une série de questions. Je ne vais pas toutes les traiter. Les premières, c'est le nom de votre module, des questions sur l'auteur, des choses comme ça. On va s'intéresser aux 3 dernières questions qui sont particulièrement intéressantes sur notre sujet. Donc, la première de ces 3 questions, c'est quel est le type de librairie que vous voulez créer. Donc là, on voit qu'il est très complet, il nous propose à peu près tout ce qu'on peut faire. On peut créer une librairie JS classique qui va pouvoir faire du React Native basique sans faire appel au natif. On peut créer des modules pour l'ancienne architecture exclusivement en utilisant la version native module ou native view. C'est que à l'ancienne. On peut utiliser les nouveaux modules et du coup ils sont orientés nouvelle architecture. Turbo module, donc si on fait que du code, de la logique, et Fabric View si évidemment on veut présenter des views natives. Et on a les options rétrocompatibilité qui sont hyper intéressantes. Nous, c'était notre besoin. On voulait que ça fonctionne sur les applis qui n'avaient pas encore pu passer à la nouvelle architecture et sur les applis qui avaient pu passer. Les 2 autres questions, donc le langage que vous voulez utiliser. Donc, il vous propose soit l'option Kotlin Objective-C, soit C++ pour Android et iOS. Nous, on a évidemment choisi Kotlin et Objective-C pour être plus proche de langage qu'on connaît. Le JS est plus proche du Kotlin que du C++, donc on était plus à l'aise. Pour l'Objective-C, c'est un peu moins simple, mais on a trouvé des petites options pour se faciliter la vie, on en parlera tout à l'heure. Et la dernière question, c'est le type d'application d'exemple, parce que ça vous propose une application d'exemple qui va vous permettre de faire tourner votre module pendant que vous le développez. Et du coup, on a choisi la partie Vanilla qui permet d'avoir les parties natives de votre exemple, alors que si vous aviez utilisé l'autre, ce serait que pour le JS pur, simple. Voilà. Donc, quand vous avez fini, ça crée votre module. On a un module tout frais, tout prêt pour vous. Et par contre, on ne sait pas ce qu'il y a dedans pour l'instant. Donc, on va essayer d'étudier. J'ai mis en valeur les parties qui sont les plus importantes. Donc, il y a évidemment un dossier Android qui va porter toute la partie Android de votre module. Le dossier exemple qui va porter votre projet exemple. Le dossier iOS pour l'iOS et le dossier source pour la partie JS. Il y a un fichier de documentation qui est hyper important, c'est le contributing. C'est celui qui vous explique comment fonctionne le module créé, comment travailler dessus, comment procéder. Donc, très important à aller voir. Ensuite, on a nos 2 fichiers de dépendance qui sont présents à la racine. On en a un pour le package JSON. Évidemment, c'est notre dépendance JS, notre module. Et le pod spec qui est à la racine et qui va vous permettre de déclarer vos dépendances Cocoa Pod, qui n'est pas dans le fichier iOS, c'est important de repérer qu'il est là. Le fichier Gradle, en revanche, est bien dans le fichier Android. Et enfin, le README, c'est votre responsabilité, c'est votre module, c'est l'endroit où vous allez pouvoir décrire comment il fonctionne et comment on peut s'en servir. Donc, une fois qu'on a fait ça, on utilise la documentation pour lancer et voir ce que ça donne. Donc, on installe les dépendances, on lance le projet et on a une magnifique page blanche avec marqué « Result 21 ». Donc, a priori, on fait un calcul, mais on ne sait pas encore exactement quoi. Donc, on va aller voir dans le code pour trouver les réponses. Je fais une petite pause là-dessus pour préciser. Le code-gen qui a été évoqué tout à l'heure, il se déclenche à différents moments. Il y a une commande qui permet de le déclencher quand vous voulez, npx React Native code-gen depuis la racine. Mais sinon, il va se déclencher automatiquement quand vous allez installer les Cocoa Pods pour iOS ou quand vous allez build votre app pour la faire tourner. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher pour essayer de comprendre ce module avant de le modifier? On va essayer de trouver côté JS l'implémentation et l'interface. Comment elle est déclarée pour l'ancienne architecture à native module et comment elle est déclarée pour la nouvelle architecture à turbo module. Et côté iOS et Android, pareil, on va chercher l'implémentation et les interfaces, parce que c'est ça qu'on va devoir modifier. Et pareil, comment ils sont connectés au native module et au turbo module. Donc je vais passer un peu tous les fichiers importants progressivement. Ceux qui sont derrière, vous allez peut-être avoir du mal à voir, donc je vais zoomer à différents moments. Là, on commence par la partie JS, la partie la plus simple pour que vous puissiez rentrer dedans.
Donc dans la partie JS, on a deux fichiers, on a un fichier index et un fichier à côté qui porte un peu le nom de votre module. On commence par celui-là. Ce qu'on peut voir dedans, c'est qu'on a des imports turbo-module registry et la déclaration d'une spec. Donc là, on a une première réponse. Le module, il a une seule méthode, c'est multiply. Donc a priori, le 21 devrait être le résultat d'une multiplication. Donc on voit que l'interface est déclarée ici et qu'ensuite, elle est inscrite au turbo-module via sa spec et aussi la nomenclature du module. Donc, OK, c'est ici qu'on a la spec pour la nouvelle arche et qu'on a l'inscription au turbo-module. Ce qui est très important à comprendre ici, c'est que c'est cette fameuse spec que Erwan a évoquée tout à l'heure qui va permettre l'autogénération du code iOS Android pour avoir les interfaces autogénérées et ne pas avoir à s'en soucier par la suite. Turbo-module, c'est que l'entrée et la sortie vont devoir respecter cette spec. Donc, on devra le modifier tout à l'heure, que ce soit pour la nouvelle arche, en particulier ici, et pour l'ancienne arche, ce sera de l'autre côté. Donc, dans le fichier index, on a un peu plus de choses, mais tout ne nous intéresse pas. Donc, dans la partie bleue, que vous pouvez voir, on a un conditionnement. Est-ce que je suis en présence des turbomodules ou pas? Donc, on va récupérer ça dans les options du global. Et en fonction de ça, on va soit récupérer le module du fichier qu'on vient d'évoquer, donc qui vient le récupérer des turbomodules, et dans ce cas-là, c'est pour la nouvelle arche. Sinon, on le récupère à l'ancienne, depuis les natifs modules, et du coup, là, on sait que, quelle que soit l'architecture, on va récupérer notre module. Et en bas, on peut trouver dans la partie verte et orange, du coup, l'interface et l'implémentation, donc l'implémentation pour les deux. Donc, on va retrouver qu'on utilise notre module pour passer les propriétés à multiply du module, et on va exporter cette méthode. Et on a aussi l'interface pour la partie ancienne archi, quelque part. Il faut que je dézoome à chaque fois. Hop. Dans la partie iOS, on n'a pas beaucoup de fichiers. On a un fichier header, donc que vous pouvez voir là. Dedans, on a à nouveau un conditionnement ancienne architecture, nouvelle architecture. La partie haute, donc c'est dans le cas où on est en nouvelle architecture, on voit que c'est vérifié via RCT New Arch Enable. RCT, c'est un élément assez important, c'est celui qui va récupérer l'inscription des modules et qui va du coup l'exposer. Ici, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de code, on déclare juste l'interface, et cette interface, si vous voyez, c'est Native, React Native, PN Analytics Spec, c'est le code autogénéré. Donc, cette partie de code-là, on sait qu'on n'aura jamais à la bouger, sauf si vous changez le nom de votre module, mais à part ça, les specs vont être passés automatiquement, c'est la spec autogénérée. La partie basse, c'est du coup le RCT Bridge module à l'ancienne, et là, on voit que simplement on déclare qu'il existe React Native PN Analytics. Ça, c'est à l'ancienne, mais on n'a pas tellement d'éléments qui sont spécifiques à notre module, donc ça non plus, on n'aura pas à le bouger. Donc bonne nouvelle, ce fichier, vous n'y toucherez plus. Dans la partie implémentation, donc le fichier Objective-C.mm, on va retrouver l'inscription du module, donc via RCT export module. Donc on voit juste au-dessus qu'on déclare que c'est l'implémentation de notre module. On va exporter via RCT, et en dessous, on exporte notre première méthode, donc multiply. Donc vous pouvez voir que toute cette partie orange, c'est l'implémentation iOS de notre module qui fait une multiplication. C'est tout. La partie basse, elle est conditionnée exclusivement pour la nouvelle architecture. Elle est un peu compliquée à lire, mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez pas trop à le toucher non plus. Donc cette partie-là, elle va simplement gérer la connexion avec le turbo module. Mais encore une fois, heureusement, vous n'avez pas à y toucher. Alors j'en profite pour montrer, c'est juste une multiplication, mais si on n'est pas à l'aise avec les langages un peu complexes, comme ça qu'on n'a pas l'habitude de toucher tous les jours, ça ne fait pas rêver de devoir implémenter un module beaucoup plus compliqué en Objective-C. Donc on va passer à la partie Android. Donc la partie Android, on a plus de fichiers. Donc on a évidemment le classique main Java comme qui va comporter donc le fichier module et le fichier package, des classiques en Java. Mais on voit aussi que
Dans ce folder, tout en bas, on a 2 dossiers. On a un dossier Nouarch qui a été créé, qui contient une spec, ça se voit. Et le nouveau, l'autre fichier qui est le OldArch, qui donc du coup a aussi une spec. Donc, a priori, c'est par là-bas qu'on va trouver ces éléments-là. Dans le fichier module, on trouve l'implémentation. Pareil, assez classique, là pour le coup, on retrouve la déclaration d'une classe avec une méthode multiply. C'est là qu'on va devoir modifier l'implémentation, évidemment, plus tard. Dans la partie package, c'est un peu différent d'iOS, évidemment. On voit qu'il n'y a pas tellement de conditionnement jusqu'à maintenant entre la nouvelle et l'ancienne arche. En fait, côté Android, on utilise directement Turbo Module et il s'est automatiquement géré. Il y a juste une bolène qui est passée, je ne sais pas si vous pouvez la voir à cette distance, tout en bas, la dernière option qui est passée, c'est Is Turbo Module. Et en fait, c'est lui qui va gérer ça naturellement. Donc pareil, on n'aura pas vraiment à toucher ici, ça va se faire tout seul. Hop. On va s'intéresser du coup à nos 2 dossiers spécifiques. Et là, on va avoir une nette différence. Donc, le fichier du haut, c'est le fichier nouvelle arche. Là, comme côté iOS, en fait, on va simplement récupérer la spec qui est déclarée dans le codegen. Donc, on n'a pas à la modifier. Cette partie-là n'aura jamais à bouger. On aura juste à modifier l'implémentation qu'on a vue tout à l'heure. La partie basse, c'est plus pénible, mais à l'ancienne, on devait déclarer aussi l'interface côté Android. Donc là, on voit l'interface qui est déclarée avec la méthode multiply. Donc il faudra malheureusement, comme on est rétrocompatible, aussi intervenir ici pour déclarer toute l'interface à nouveau. Une fois qu'on a vu tout ça, finalement, on a fini de regarder les fichiers. Donc on a à peu près tout trouvé ce qu'on avait besoin de comprendre pour avancer et modifier. Donc la première chose qu'on fait, pour nous c'est logique, on voulait interfacer les SDK Piano Analytics, donc on va simplement installer nos dépendances iOS et Android, donc dans le build handle et dans le pod spec, on va retrouver ces nouvelles lignes qui installent simplement la dépendance. Sur cette base-là, on va pouvoir commencer à travailler, à s'en servir. Donc je reste progressivement, à chaque fois je passe sur le JS en premier. Donc côté JS, on n'a pas fait beaucoup de modifications, mais on peut voir simplement que du coup on a édité le fichier index, le fichier native, le piano analytics.ts, et on a rajouté un petit fichier types pour partager nos types simplement. Là on peut voir le diff, alors je vais essayer de zoomer parce que ça va être un peu difficile. Hop. Donc avant on avait notre fameuse méthode multiply et l'export et l'inscription à Turbo Module. Là, on a modifié notre spec pour... alors, je vous ai simplifié, on a fait d'autres méthodes que ça, mais j'en ai mis que 2 pour que ça fasse plus simple à suivre. Donc, on a rajouté une méthode qu'on voulait gérer via Piano Analytics, donc le send event, classique pour du tracking, et le set user, pareil, assez courant. Donc, on a déclaré les interfaces ici, on les a inscrits à Turbo Module, et donc, quand on refait notre codegen, sur cette base-là, on sait des 2 côtés comment est interfacé le module et ses méthodes. Hop là. Donc sur la partie de l'index, on a juste des petits imports des types évidemment en haut, mais on a dû déclarer les méthodes et l'utilisation du module. Simplement, on le consomme et on utilise les méthodes qu'on a exposées. On n'a pas pu faire plus de modifications, c'était finalement assez simple à ce stade-là. Côté Android, donc là, on peut voir ce qu'on a dû modifier. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plein de parties, on n'a vraiment pas besoin de s'en soucier. Ça ne va pas bouger, sauf si vous faites des trucs vraiment spécifiques. Mais pour simplement déclarer des méthodes, on a juste eu à déclarer l'implémentation dans le module et modifier la spec que de l'ancienne arche. Donc, là, on a en un écran les 2, donc je vais essayer de faire simple, pareil, je zoome. Donc, à l'ancienne, on avait la déclaration de l'implémentation de la méthode multiply, en haut, et en bas, dans les specs de l'ancienne arche, on avait les specs. Et ben, on retrouve la même chose avec les nouvelles. Donc, côté implémentation, on va consommer le module piano,
et utiliser ses méthodes à lui. Et nous, on les a implémentées du coup dans notre méthode sendEvent et notre méthode setUser. Assez simple. Et en bas, on a malheureusement dû redéclarer toutes les specs de nos méthodes pour l'ancienne architecture. Côté iOS, c'est là où on a fait le petit trick. On n'avait pas envie de rester en Objective-C, du coup on est passé en Swift. On a simplement fait notre module à côté en Swift et on l'utilise et on l'inscrit après malgré tout dans le fichier Objective-C. Donc dans le fichier Objective-C, pour faire ça, RCT nous propose des méthodes très simples. Si on regarde avant, on avait du coup un export module et un export méthode. Cette fois, on commence par dire que l'interface, on va la déclarer en RCT externe remap module. Donc il se dit, OK, c'est un module qui est à côté. Et là, on lui rentre dedans le module qu'on a déclaré juste à côté. Et en bas, au lieu de faire des export méthodes, on va lui dire, bah, c'est des méthodes externes qui viennent de notre module d'à côté. Et donc du coup, on a juste dû les déclarer ici. Dans nos fichiers, donc le header du module Swift et l'implémentation Swift. Donc bon, le header il n'est pas très intéressant, je l'ai mis pour l'info, mais l'implémentation est beaucoup plus digeste que ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Là on a 2 méthodes et je crois que le code est 3 fois moins long. Et surtout on peut, nous en tant que développeurs React Native, comprendre ce type de code beaucoup plus facilement. Donc c'est faisable, c'est assez simple en réalité, enfin, vous l'avez vu, que ce n'était pas non plus des lignes et des lignes de code pour arriver à faire ça. Et donc, on a à nouveau déclaré les méthodes qui consomment le module Piano Analytics. Hop là. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, bah, on a fait notre module rétrocompatible, capable de consommer nos SDK iOS et Android, et donc, tout roule. Et ben, en fait, pas vraiment. C'est pas la fin de l'histoire, parce que ça marche à un instant T, mais comme ça a été évoqué tout à l'heure, les modules, ça doit évoluer. Et pour vous raconter la suite de l'histoire, je passe la main du coup à Michael, qui a dû gérer la suite. Merci Gaël. Effectivement, l'histoire n'est pas terminée. Comme tout code, le module va devoir évoluer, au moins pour 2 raisons. Pour exposer plus de méthodes du SDK de Piano Analytics. Actuellement, on a une petite quinzaine de méthodes. Je pourrais vous montrer cette partie-là, mais ce n'est pas très intéressant. C'est exactement ce qu'on vous a montré. Je vais plutôt me concentrer sur la mise à jour des dépendances de Piano Analytics, qui a été assez compliqué à gérer. Alors, pour mettre à jour le SDK de Piano Analytics, on avait vu qu'il y a un pod spec, et dans ce pod spec, on a la version 3. On peut le mettre à jour sur cette dernière ligne, donc Dependencies, on met la version que l'on souhaite. On fait un pod install et on lance Run iOS. Et si tout va bien, ça fonctionne. Pour Android, l'histoire est similaire. On va dans le répertoire Android. On change le Gradle, le build Gradle. On met la version que l'on souhaite. On était passé de la version 3.2.1 à la version 3.4.0. On fait un clean, on lance Run Android et si tout va bien, ça marche. Mais ce n'est pas le cas. Dans le titre, vous voyez le pourquoi, il y a des breaking change dans le SDK Android. Avant de vous montrer ce qui a changé, enfin quelques petites parties qui ont changé, je reviens un tout petit peu sur ce qui a été fait avant. Donc on peut voir sur la partie Android et iOS, on a un SDK qui est, enfin en tout cas on a des méthodes qui sont identiques, que ce soit sur l'un ou sur l'autre. Voilà. Et l'autre point intéressant à noter, c'est qu'on a un SDK qui est utilisé de la même façon. On a un PA pour Piano Analytics, pour un send event, on envoie l'événement qu'on a reçu. Donc c'est un passe-plat, on l'utilise de la même façon de chaque côté. Alors, on a montré 2 méthodes, setUser et setEvent. Notamment, on peut voir ici que le SDK, enfin en tout cas la documentation de l'ancien SDK Piano Android et Apple, ben voilà, la documentation est identique, donc c'est très simple. Difficile de savoir ce qui est en Kotlin, ce qui est en Swift, c'est très facile. Pour Android 3.3 et supérieur, ben, les choses ont changé. On n'a plus la méthode setUser, donc on a dû triquer un petit peu, changer les éléments. Je ne rentre pas en détail dans le code, le point intéressant à noter ici, c'est que la méthode setUser qu'on a implémentée n'a pas bougé. Le diff à gauche avant la mise à jour et après reste identique. Dans un cas un peu plus complexe, et on en a eu plein d'autres, là on vous montre que de méthodes, on a la documentation de l'ancien SDK Android en haut à gauche,
ensuite Apple, qui est très similaire en haut à droite, et enfin le nouveau SDK Android Piano Analytics, qui est totalement différent. Alors, ça sert à rien de savoir ce que ça fait. Oui, je suis un event builder avec énormément de choses typées, pardon. Et dans notre code, pareil, je n'ai pas besoin de zoomer parce que c'est des choses qui sont propres à SDK, mais on passe de une ligne à un simple passe-plat, à quelque chose qui a dû prendre les paramètres, les modifier, les typer, faire une boucle de ça, l'envoyer au SDK. Un peu plus complexe. Et on a eu ça sur l'ensemble de nos 10 méthodes. Alors, encore une fois, là, on utilisait, j'ai pas changé l'interface de send event. Rien n'a changé à ce niveau-là. Et l'utilisation du module, mis à part la mise à jour du package dans notre projet, nos différents projets React Native, on l'utilise de la même façon. Ça n'a rien changé. Au niveau de la consommation du SDK, c'est identique. On aurait pu faire autrement, on aurait pu continuer à faire des passe-plats, d'avoir un send event Android avec des choses qui sont dans notre code React Native, de modifier les données pour l'envoyer. Mais on aurait dû faire ça sur l'ensemble de projets React Native et sur chaque page qui utilise un send event. Bref, c'est source de bugs et de soucis. L'autre chose, c'est de garder la responsabilité de l'envoi d'events au sein du module. Pas besoin de mettre l'intelligence ailleurs. Et pour la conclusion, je vais rendre la main à Erwan. Merci, Michael. Voilà, on arrive à la conclusion. Vous allez bien? Ça va? Ok, on voulait vous présenter l'aventure du module, termes techniques, mais aussi produits, et l'avantage aussi d'avoir eu les deux architectures. On a pu vous expliquer comment on arrive jusque-là, comment ça marche. Voilà, c'est pas de tout repos. Bon, on a répété plusieurs fois, je me rends compte que j'ai complètement zappé de vous expliquer qu'on a un QR code pour les questions. On va arriver ric-rac sur le timing. Vous pourrez scanner le QR code et poser vos questions, on répondra après. Autre détail, je n'ai pas le droit de vous partager les données. Non, c'est faux, c'est une blague. En fait, on a un blog PMU Tech, vous retrouverez dessus le support, les liens et un tas d'informations tout autour. Et pas que ce soir sur PMU Tech. Donc là, big clap pour toute l'équipe. On n'est pas habitué. Merci.